Les députés ont adopté à l'unanimité le projet de texte portant prorogation du mandat des conseillers municipaux et régionaux. Le report qui ne saurait dépasser le dimanche 21 mai 2022 doit conduire à de profondes réformes du cadre réglementaire et législatif selon le gouvernement. Ce bail accordé aux maires et aux présidents des conseils régionaux génère plusieurs questions, notamment sur les aspects sécuritaires et les réformes annoncées par l'exécutif. Notre chroniqueur politique maison s'interrogeait fort bien à propos comment y arriver dans un an lorsque de façon sous-jacente s'invite aussi dans le débat la question du redécoupage territorial qui devrait rebattre les cartes électorales de certaines communes et régions. Bonsoir et bienvenue dans le débat parlementaire. Pour en parler ce soir avec nous, je commence par ma gauche, Yaya Zungrana, bonsoir. Oui, bonsoir Lassane. Vous êtes le président de la commission de la jeunesse, de l'éducation, de l'emploi et de la culture, CEGEC. C'est ça. Député du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, bien entendu, de la majorité et de l'opposition parlementaire. Pour le moment. Pour le moment. Okay. Et en face de vous, nous avons Valeda, bonsoir. Bonsoir, Lassane. Membre de la commission des lois, la KJDH, qui est la commission des affaires institutionnelles générales et des droits humains. Vous êtes de la majorité parlementaire du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, le contexte sécuritaire, je m'avais posé la question à vous deux. Est-ce que le contexte sécuritaire a été déterminant dans le report des élections municipales? Yaya Zungrana. Ok, merci Lassane Ouedraogo de nous avoir conviés pour nous entendre sur ce sujet. J'ai une pensée pour la communauté musulmane dans ce moment de pénitence. Okay. Que Dieu agrée leurs efforts et que parmi ces efforts, les résultats escomptés, que la paix revienne au Burkina Faso, que la sécurité revienne au Burkina Faso. Effectivement, toutes les commissions à l'Assemblée nationale, les 7 commissions, il y en a 8, c'est vrai, mais la CEPSUR est une commission qui a un autre rôle. Sinon, toutes les 7 commissions ont été saisies pour se pencher sur ce projet que le gouvernement a apporté à l'Assemblée nationale. Notre commission, la CEGEC, a été saisie donc pour avis. Et nous avons eu à examiner. C'est la commission des lois qui avait... C'est la commission des lois qui a été saisie au fond. Voilà, la KJDH. Et effectivement, l'aspect sécuritaire, à entendre, à écouter, à lire l'exposé des motifs, comme lors des échanges entre les députés de cette commission KJDH et nos rapporteurs qui y étaient, l'aspect sécuritaire, effectivement, pèse beaucoup sur cette réforme. Puisque vous l'avez relevé dans l'exposé des motifs, le gouvernement parle de contexte socio-sécuritaire et prend en compte justement les aspects des joutes électorales de novembre 2020, les élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2020, où il parle, je parle de l'exécutif, qui parle de non-ouverture de bureaux de vote dans toutes les localités du pays. Valeda? Oui, en effet, il faut le dire. C'est vrai que lorsque nous avons reçu le gouvernement, la question sécuritaire était l'une des préoccupations. Et je crois qu'ils ont évoqué effectivement qu'en 2020, en novembre 2020, il y a eu des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert. D'abord dû à des questions techniques. Okay. Ensuite, il y a eu des bureaux aussi qui n'ont pas pu s'ouvrir donc, pour des questions sécuritaires. Donc l'un dans l'autre, je pense que ça fait partie des motifs qui ont amené le gouvernement à penser à reporter donc, ces élections-là. Voilà. Et vous avez justement adopté à l'unanimité cette loi. Je vais parler de l'ensemble des députés et de ceux qui étaient présents. Mais le gouvernement dit que ce report d'un an va lui permettre de mieux cerner l'impact de la situation sécuritaire sur les communes affectées par les mouvements importants de population, notamment les risques sécuritaires, les personnes déplacées. Cet argument, Yaya Zungrana, vous êtes convaincu? C'est vrai que l'aspect sécuritaire a beaucoup pesé et chaque député, en fonction de son positionnement, a noté, nous de l'opposition, nous avons noté qu'enfin le gouvernement, donc, par rapport à ce que nous avons fait comme observation lors des élections du 22 novembre 2020, nous constatons avec ce projet de loi que le gouvernement, en réalité, a noté l'importance de cet aspect-là pour maintenant l'intégrer dans sa démarche et reporter les élections. Contrairement à ce qui s'est passé au soir du 22 novembre, où on pensait que, en fait,
c'était des épiphénomènes, etc. etc. D'autre part, il y a beaucoup d'autres raisons qui militent. Il n'y a pas que l'aspect socio-sécuritaire. Le gouvernement est venu avec beaucoup de raisons, notamment la relecture du code électoral. Oui, avant d'arriver justement à ces réformes qui ont été annoncées par l'exécutif, il y a que le contexte aussi qu'il faut le préciser. La loi a été adoptée dans un contexte où il y a un regain de violence. Absolument. Ces dernières semaines. Absolument. Et ça, il y a cet aspect, mais bien sûr, il y a la lourdeur des réformes même, d'une manière générale, qui fait que notre commission a fait des recommandations et j'ai beaucoup appuyé cela, qui nous laisse, la CEGEC, qui nous laisse, j'allais dire, craindre un peu que les conditionnalités, même dans un an, ne soient pas réunies à un niveau tel pour permettre des élections. Mais comme c'est le gouvernement qui nous a donné des assurances de prendre les dispositions pour que tel point qu'il lui-même est venu énumérer, et aussi il y a l'accord politique entre les partis politiques, la majorité et de l'opposition. Tout cela fait que, effectivement, même les députés de l'opposition ont accompagné le gouvernement dans cette... on a comme l'impression que tout s'est joué au niveau du dialogue politique. Et après, le projet était intégré au gouvernement et enfin, vous l'avez adopté au niveau du Parlement. Okay. Non, je voudrais juste, avant peut-être de revenir sur la question, noter que le gouvernement quand même prend des dispositions. Ça veut dire qu'avant d'aller aux élections, le gouvernement fait une évaluation de la situation sécuritaire et voit si effectivement on peut y aller. Et je crois qu'en novembre 2020, il a fallu faire quand même cette évaluation et c'est ce qui nous a permis d'y aller aux élections. Sauf voilà, qu'on est dans les élections de proximité parce que les élections municipales... J'en venais. Bon, okay. Tout à l'heure, il a dit que c'est à la suite des observations que le gouvernement s'en est rendu compte de la gravité de la chose. Je crois que le gouvernement, quand même, de façon responsable, a tenté quand même d'évaluer la situation avant d'y aller. Et aujourd'hui, c'est vrai, la situation se pose avec acuité parce que nous sommes dans des élections de proximité. Et ce n'est plus des élections où c'est au niveau national ou au niveau provincial qu'on fait, mais là, c'est des élections de proximité. Et à ce moment, on a besoin quand même de réétudier la situation, d'analyser en profondeur la situation avant donc d'y aller aux élections. Et je crois que c'est la raison principale, d'ailleurs, qui a été discutée et qui est même en cours, j'allais dire, avec donc, le dialogue politique pour qu'on trouve tous ensemble donc, les voies et moyens pour y arriver. Vous dites que le gouvernement est en train de prendre des mesures? Oui, en effet, le gouvernement est en train de prendre des mesures parce que je crois qu'on ne se lève pas comme ça pour aller à des élections. Donc, il faut bien, surtout pour notre contexte au Burkina Faso, il faut bien s'assurer si effectivement on pourra faire voter la plus grande masse de la population. Là, on pourra faire voter presque toutes les communes. Et à ce moment, si les conditions sont réunies, c'est vrai que... en même temps, j'aimerais insister sur la question. C'est vrai que l'honorable Yaya est revenu là-dessus. Est-ce qu'on est sûr que dans un an, on pourra justement tenir ces élections-là dans ces communes insécures? Bon, sûr que dans un an, je pense que c'est être... Si le gouvernement parlait de prendre des mesures. Voilà, je crois que le gouvernement, effectivement, dans son processus, c'est vraiment étudié en fonction. Ça veut dire que si au bout d'un an, les conditions sécuritaires, c'est ce que nous souhaitons tous, en tout cas s'y prêtent, je crois que le gouvernement pourra aller tranquillement donc, à ces élections. Et aujourd'hui, je crois que tous les Burkinabés, qui que nous soyons, le souhait c'est que la situation sécuritaire puisse en tout cas s'apaiser d'ici là. Et le gouvernement, on ne peut pas aussi indéfiniment reporter les élections pour dire non, on attend 2 ans, on attend 3 ans. Non, il faut qu'on aille de façon objective. Puis bon, au bout d'un an, mettre en place des stratégies, étudier vraiment la faisabilité. Et donc, parce que nous sommes un État, et un État aussi, ça s'organise, ça se prépare. Et c'est dans ce sens-là que... En même temps, j'ai envie de vous poser la question à vous deux. Est-ce que vous pensez que les populations de Kombri, je vais prendre l'exemple juste de Kombri, ont besoin aujourd'hui d'élections municipales? Puisque la situation aussi... je ne voudrais pas manifestement, dire, non. Manifestement est alarmante dans la zone. Manifestement, non. Manifestement, non. La réponse à votre question est non. Ce qui préoccupe les populations de Kombri aujourd'hui, ce n'est pas les élections. C'est la sécurité dans leur zone, c'est le retour de ceux qui ont fui leurs maisons, leurs activités, c'est la reprise d'une vie normale dans la zone qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire chez eux. Et c'est ça qui est la priorité et nous espérons
C'est pour cela que l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a décidé d'accompagner le gouvernement. Nous espérons que les mesures que le gouvernement compte prendre vont conduire à ce que nous organisions des élections crédibles, transparentes et surtout dans un environnement apaisé, comme l'a dit le gouvernement dans l'exposé des motifs. Nous sommes tous, nous députés, majorité ou opposition, nous sommes tous issus de partis politiques et un parti politique ne souhaite qu'avoir des rendez-vous avec le peuple pour s'évaluer et voir ce dont il est capable, qu'est-ce qu'il représente sur le terrain. Donc notre souhait, c'est que le gouvernement qui a la charge de réaliser ces élections puisse les conduire dans l'objectif que lui-même s'est fixé, c'est-à-dire avoir des élections crédibles, transparentes et dans un environnement apaisé. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec, vous dites qu'on va les aborder, mais il n'y a pas que l'aspect socio-sécuritaire. Le gouvernement est venu avec beaucoup d'autres raisons qui militent dans le sens du report. Et il y a les dysfonctionnements. Vous avez décidé d'accompagner. Voilà. Il y a les dysfonctionnements, c'est parce qu'il a reconnu les dysfonctionnements de la CENI. Et il s'est dit, on va reporter pour régler ces dysfonctionnements de la CENI. Nous, de l'opposition, on a dit bravo. Et il y a... Est-ce que vous aviez relevé ces dysfonctionnements? Pendant les élections. Pendant les élections, nous les avions relevés. Okay. Mais on a dit que ce n'était pas des dysfonctionnements de nature à impacter significativement. Vous connaissez la formule, à impacter significativement les résultats. Quand bien même, nous pensions que ça a eu un impact sérieux. Voilà. Et donc, nous espérons, mais les conditions, effectivement, sont nombreuses. Il y a même la loi sur le quota genre que le gouvernement souhaite relire avant. Il y a le découpage territorial, même si le ministre de l'administration territoriale dit que ce n'est pas un impératif. Dit que c'est pas un impératif. On va y revenir. D'accord. Il y a avant de vous passer la parole, honorable Da, je vais vous permettre à vous et aux téléspectateurs de suivre la réaction de quelques citoyens qui se prononcent sur le report de ces élections en 2022. Suivons. Ils sont dit que pour des raisons sécuritaires. Alors, s'ils savent qu'ils peuvent prendre des mesures pour mettre toutes ces provinces-là qui sont en difficulté, sécuriser les provinces avant de lancer, il n'y a pas de problème. Comme ça, tous les Burkinabés pourront participer. Le report des municipalités pour 2022, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Comme on avait programmé ça pour 2021, on devait seulement laisser les municipalités aller pour que le peuple puisse faire son choix sur les élus de la municipalité. Bon, en tout cas, comme c'est une décision, bon, en tout cas, nous, en tant que citoyens aussi, on est là-dessus, on les regarde, que ce soit une bonne chose. En tout cas, nous, on les suit. Seulement, bon, il ne faut pas que ça va devenir une catastrophe. Donc, en tout cas, s'ils ont décidé à faire cela, en tout cas aussi, on va les suivre. Mais sûrement que ça prend un bon fin. Voilà. Voilà la réaction de quelques citoyens au micro de Thierry Sawadougou. Honorable Valeda, réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Je crois que c'est vrai que c'est un peu l'aspiration. Tout le monde souhaite que les élections se passent bien. Et surtout l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire. Et donc, vraiment, je crois que le gouvernement a tout intérêt à mettre tout en œuvre pour que, en tout cas, on trouve la stratégie, en tout cas la bonne stratégie que j'allais dire pour pouvoir en tout cas aller aux élections, et des élections apaisées, des élections inclusives, des élections qui prennent en compte en tout cas toutes les populations, tous ceux qui aspirent en tout cas à aller exprimer leur volonté dans ces urnes. Et voilà. Pour qu'il y ait élection apaisée, le gouvernement qui décide de l'introduction du suffrage universel direct cette fois-ci, est-ce que, en quoi justement l'élection au suffrage universel direct peut-elle permettre d'éviter les crises post-électorales, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit? Déjà, sur l'élément que nous avons vu, je suis très content que ce soit des jeunes que vous avez interviewés, et aucun des jeunes n'a dit que ça ne les intéressait pas, etc. etc. Je pense que la donne politique est bien ancrée au niveau de nos populations, de nos jeunes, et c'est bien que ces jeunes-là se soient exprimés ainsi. Je pense que ce qui s'est passé après les élections du 22 mai 2016, principalement, nous avons vu des difficultés énormes pour installer des exécutifs locaux
surtout dans les communes où le MPP était majoritaire. Ah bon? Oui, surtout. Je dis la majorité, c'était ça. Hein. Peut-être une ou deux communes dirigées par l'opposition à l'époque. Alors, le MPP a raflé beaucoup de communes. Non, on est heureux que le MPP en ait tiré le leçon et constaté que la solution, c'est d'aller au suffrage universel direct en désignant directement le maire par les populations et le président du conseil régional aussi par les populations. Nous sommes preneurs, nous sommes d'accord avec ce type de suffrage et nous pensons que ça va contribuer à la stabilité des exécutifs communaux. Qu'on ne perde pas un trimestre à chercher à élire le bureau d'une commune alors que les problèmes de développement sont là, les populations les ont élus pour aller régler leurs problèmes et non pas se quereller tout au long pendant un trimestre. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a donc de bonnes garanties, Valeda? Oui, il y a de bonnes garanties parce qu'aujourd'hui, nous avons, comme on le dit, tous à intérêt à aller donc, au suffrage universel direct. Contrairement à ce que l'honorable Yaya disait tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas seulement la question des crises post-électorales qui fait que nous voulons y aller. Il y a le fait qu'il faut simplement permettre à l'électeur de choisir de façon directe, pas de façon détournée, j'allais dire, son président de collectivité. Et je crois que c'est l'une des raisons qui a permis, qui a en tout cas motivé le gouvernement à vouloir permettre, n'est-ce pas, à la population d'aller de choisir de façon directe. Parce qu'avant, on passait par les conseillers pour élire le président de collectivité. Maintenant, si la loi arrivait à passer et que si on arrive à trouver la bonne stratégie, ça veut dire que c'est permettre que de façon, comme on dit, universelle directe, là, on puisse donc désigner... Les populations savent à l'avance qui vont... L'honorable Da est en train de tendre une perche au gouvernement. Sinon, dans l'exposé des motifs, oui, le suffrage universel direct a été justifié par le gouvernement, par les crises post-électorales des élections du 22 mai. Non, c'est la seule raison. Il n'y en a pas eu d'autre. Dans l'exposé des motifs, c'est la seule raison. C'est la seule raison. Et donc, moi, je m'appuie dessus pour dire qu'effectivement, si les populations savent qu'en élisant tel parti ou tel autre parti, c'est tel militant ou tel candidat de ce parti qui sera le maire, effectivement, on gagne déjà un pas. Ce qu'on aurait trouvé difficilement comme terrain d'entente dans l'enceinte du conseil municipal sera réglé directement par la population. Maintenant, nous attendons de voir de façon pratique dans le projet de code électoral qui va venir, et de code aussi des collectivités, qu'est-ce qui va être dit dans l'intérieur pour que nous puissions encore aller plus loin dans les débats. Justement, les réformes qui sont annoncées, il y a la relecture du code électoral et puis la révision du code général des collectivités territoriales. Le gouvernement dit que c'est pour prendre en compte le nouveau mode d'élection des responsables des collectivités territoriales au suffrage universel direct. Mais est-ce que le délai de prorogation qui est proposé, en fait c'est une question qui a été posée par les députés, mais j'aimerais insister là-dessus. Est-ce que le délai de prorogation qui est proposé est suffisant pour prendre en compte les réformes qui sont annoncées? Oui, je pense que le gouvernement, tel que lorsque nous avons rencontré donc, le ministre donc, de l'administration territoriale, je crois qu'ils disent qu'ils sont très avancés. D'abord sur le code électoral qui est déjà qui va bientôt passer donc au niveau de notre commission pour que nous puissions regarder ensemble. Il y a également donc le code des collectivités territoriales. Le gouvernement parle de juillet 2021. Oui, voilà. Déjà, il pense que d'ici juillet 2021, donc toutes ces réformes-là, tous ces projets de loi seront donc sur la table de l'Assemblée et donc je crois qu'on pourra tranquillement voir ça. Et je pense que le délai d'un an est gérable. J'aimerais relever un bémol. Enfin, j'ai lu l'interview du président de la CENI, l'actuel président de la CENI, qui dit, je m'en vais le citer, est-ce qu'on va par exemple toiletter le code électoral en mai, ce qui nous permettra, il parle de la CENI, de disposer de temps de faire la révision du fichier, sachant qu'on ne peut pas le faire en juillet ou en août. Alors que le gouvernement parle de ces réformes qui devront intervenir plus tard en juillet 2021. Alors, quand on lit les questions aux réponses, les réponses du monsieur le ministre d'État aux questions posées par les membres de la commission, on constate effectivement que sur certains points,
ça donne quelques incertitudes. Et ça nous a reconforté dans nos recommandations pour attirer l'attention du gouvernement sur la lourdeur. Au niveau de la commission ou au niveau de la de CEGEC. Okay. La commission CEGEC. Pas du groupe parlementaire. Non, c'est les commissions qui sont saisies. Et sur la lourdeur des réformes. Effectivement, vous allez voir dedans que le gouvernement dit, à travers le ministre d'État, que les réformes doivent être faites au plus tard en juillet 2021. Ensuite, que certaines réformes ne sont pas indispensables pour la tenue des élections, telles que le redécoupage territorial. Alors, nous attendons de voir tout ça sur papier afin de pouvoir savoir, parce que la loi qui est venue ne comporte que 3 articles. Les mandats sont prorogés, les nouveaux mandats seront validés dès que le nouveau conseil est mis en place et la dernière formule exécutoire, c'est valable de loi. C'était ces 3 articles. Voilà. Mais sinon, si vous prenez le code électoral, effectivement, aujourd'hui, avec le code électoral que nous avons, et à l'époque, à la 7e législature, personnellement, j'avais attiré l'attention du ministre Simeon Savarego, qui était le ministre en charge de ce dossier, que la loi telle qu'elle était ne pouvait pas permettre de faire des élections dans les communes, des élections municipales. Telle qu'elle est aujourd'hui, parce que la circonscription électorale dans cette loi-là, c'est le village ou le secteur. Et si une commune se retrouve avec 5 secteurs ou 5 villages occupés par les terroristes, le conseil municipal ne peut pas être au complet. Même si on dit qu'on fait les élections dans le reste, le conseil municipal ne pourra pas se réunir parce qu'il ne sera pas au complet. Donc tout ça, ce sont ces réformes-là que le gouvernement va certainement apporter. Maintenant, c'est le timing des choses, effectivement, comme quelqu'un l'a dit ici, la saison des pluies, est-ce qu'on pourra faire l'enrôlement, mais nous, députés, on ne se pose pas ces questions, c'est le gouvernement qui se pose les questions. Nous lui posons des questions et lui, il nous donne des assurances. Le ministre d'État nous a donné des assurances que tout allait bien se passer. Ok. Valeda? Non, c'était juste pour réagir par rapport au mode de vote, parce que tout à l'heure, Loura Yaya disait que le village ne pouvait pas. Et je pense que le gouvernement a dit dans son projet, dans les réponses aux questions là, c'est aussi voir dans quelle mesure on peut redéfinir les circonscriptions électorales pour permettre que, en tout cas, on puisse prendre en compte, n'est-ce pas, le plus grand nombre donc, des villages. Ça peut ne plus être le village qui sera la circonscription électorale. Ici, ce n'est plus le village, ça veut dire que c'est la commune qu'on prend ou c'est la région qu'on prend à ce moment. Je pense que le problème sera résolu de façon donc, partielle ou en tout cas totale déjà si on arrive à faire cette réforme-là véritablement. Et vous dites quoi par rapport au délai? Bon, pour le délai, je pense que si le gouvernement nous rassure, parce qu'ils nous ont dit, je crois que c'est, comme il a dit, et nous posons des questions au gouvernement, et c'est le gouvernement qui est l'exécutif. Donc le gouvernement nous dit, bon, ils pourront, dans les délais, alors nous on attend que la loi arrive. En même temps, si les techniciens de la CENI vous disent qu'à partir de juillet, ça va être procès, parce que juillet auront déjà en mars 2022, et puis enfin, si en fonction de l'ampleur des réformes, si le dossier est déposé en juillet, on va rentrer en mars. Il faut 5 à 6 mois pour eux pour refaire le fichier électoral. Non, je pense que le problème principal au niveau des réformes de la CENI, c'est qu'en juillet 2021, la CENI doit être renouvelée. Et donc, si c'est des nouvelles personnes qui viennent, il y a un temps d'appropriation du mécanisme électoral qui peut impacter négativement sur le délai. Sinon, la CENI, j'allais dire, le gros dossier de la CENI, c'est l'enrôlement. Le nouvel enrôlement qui doit être fait. Et ça, nous espérons, parce que la CENI a pour ambition aussi, à travers les réponses de M. Newton Ahmed Bari, d'aller, à travers les réponses du ministre d'État, d'aller vers l'utilisation de la CNIB et du passeport. Tout à fait, l'arrimage. Comme pièce de votation. Tout ça, ça fait beaucoup à faire en moins d'un an. Voilà. Donc, mais on nous a donné des assurances et nous espérons que... Parce que le présent projet de loi, enfin la loi qui a été adoptée ne serait excédée le 22 mai 2022. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur le redécoupage administratif qui a été annoncé. Le ministre d'État, lors de son passage à l'Assemblée nationale, a dit que ce n'est pas un impératif avant ces élections. Vous en pensez quoi? Personnellement, je suis surpris.
Okay. C'est pour ça que je dis j'attends de voir les textes, parce que, à supposer que en janvier 2022, on dise que les communes ne sont plus ce qu'elles sont aujourd'hui. On sort un texte officiel pour dire la commune de Koudou est divisée, il y a une commune qui vient s'ajouter, ça fait 2, ça fait 3. Alors, les élections vont se passer sur quelle base? Comme c'est des élections municipales. Sur les anciennes communes ou sur les nouvelles communes? Parce qu'apparemment, le ministre... Il dit que les élections peuvent avoir lieu même avant le redécoupage. Avant le redécoupage, voilà. Et ce que j'ai cru comprendre même, c'est que les prochaines élections ne concerneront pas les nouvelles communes du redécoupage. C'est ce que j'ai compris à travers tout ce qu'il a dit. Donc, l'un dans l'autre, on va glisser vers un redécoupage après les élections. J'en suis presque convaincu. Voilà. C'est-à-dire une officialisation du redécoupage après les élections. Et dans ce cas, comment ça se passe? Comment ça va se passer? Donc, c'est des questions qui restent. Valeda? Non, je crois que le ministre a été clair. C'est des réformes qui ne sont pas liées forcément. Ça veut dire que le redécoupage n'est pas lié à la question des élections. Donc, chaque réforme suit son processus. Et je crois que le ministre, quand même, j'allais dire que c'est un ancien de la maison. Alors, s'il affirme qu'il peut le faire, je crois que les élections pourront, toutes ces réformes pourront être conduites à bon port et les choses pourront bien se passer. Au niveau de la CENI également, il faut dire que c'est les membres de la CENI qui vont, sûrement leur mandat va prendre fin en juillet 2021, mais les techniciens de la CENI restent toujours. Donc ça veut dire que les nouveaux qui vont arriver, ils seront sûrement accompagnés par des techniciens. Avec ces techniciens, je pense que le travail peut être bien fait. Surtout qu'il y a la possibilité d'arrimer avec la CNB ou les passeports. Merci, je pense que ça pourrait bien passer. Nous espérons que le gouvernement connaît le poids du fardeau qu'il est en train de porter, qu'il va porter. Les Mosés disent que quand tu connais le poids de ton fardeau, ben, tu dimensionnes le coussin en fonction. C'est pour cela que nous alertons le gouvernement pour que son coussin soit Yaya. Voilà. Merci Yaya Izungrana, député du CDP, président de la CGEC, la commission de la jeunesse, de l'éducation, de l'emploi et de la culture, et puis Valeda qui est membre de la KJDH, la commission des lois à l'Assemblée nationale. Il a été rapporteur. Et rapporteur, voilà. Et j'aimerais revenir en fait pour la prochaine émission sur la note du ministre d'État, notamment en ce qui concerne le remplacement des conseillers municipaux qui se sont rendus coupables de nomadisme politique. Je crois que c'est un sujet qui tient aussi à cœur les députés, notamment... Surtout le MPP. Et l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique.